Comment savoir si ton idée est bonne? C'est une question qu'on me pose depuis plusieurs années et il y en a qui se demandent, mais Maxime, j'ai tellement d'idées, je ne sais pas où est-ce que je dois me diriger. Est-ce que d'ailleurs je devrais vendre des services ou ça serait des produits? En effet, c'est une bonne question. Est-ce que je devrais me lancer dans la mode, dans la technologie, sur l'Internet? Il y a tellement de chemins qu'on peut prendre lorsqu'on veut se lancer en business. Mais la réalité, ce n'est pas ces questions qu'il faut se poser. Tu dois plutôt mettre l'emphase sur les critères essentiels à tenir compte pour développer une bonne idée. Et c'est justement ça le but de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te transmettre les 10 critères essentiels que tu dois tenir compte afin de développer une idée excellente, je pourrais même dire l'idée du siècle. OK, le premier critère que tu dois tenir compte pour savoir si tu as une bonne idée, c'est le problème. Est-ce que ton idée répond spécifiquement à un problème? Il ne faut pas oublier que la définition qu'on donne à l'entrepreneur, que je donne régulièrement, si tu me suis depuis un certain moment, tu la connais. Un entrepreneur, c'est une personne qui résout des problèmes pour les autres en échange d'une rémunération. Lorsque tu te lances en affaires, ne cherche pas les idées à la base, ne cherche pas les opportunités, recherche les problèmes. Et lorsque tu apportes une solution spécifique à un problème, c'est là que tu développes ton idée. Ton idée doit répondre à un besoin. Ton idée doit répondre à une demande. Ton idée doit répondre à une frustration, à des irritations que ta clientèle peut avoir. C'est comme l'histoire que je me racontais lorsque je me suis sali, une belle chemise que j'avais en me rendant dans un mariage. Et c'est là qu'on m'a conseillé d'aller m'acheter un crayon effaceur. Et lorsque j'ai essayé ce crayon effaceur sur la tâche, elle a disparu. Je me suis dit, vive les entrepreneurs. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils sont là pour apporter des solutions concrètes sur le marché. Alors la question que tu dois te poser, est-ce que l'idée que tu veux développer répond à un problème? Critère numéro 2, la rentabilité. On est en affaires pour faire des profits. On n'est pas en affaires pour avoir de beaux sites Internet, une belle carte d'affaires. Ce n'est pas ça le but. Et quand on parle de profit, c'est revenus moins dépenses. Quelqu'un me dit, Maxime, je fais 5 000 $ par mois. Je ne veux pas savoir le nombre d'argent que tu fais par mois. Je veux savoir combien d'argent qui te reste à tous les mois. C'est ce qu'on appelle des profits. Et surtout, je te pousse fortement à faire des ventes rapidement afin de couvrir tes frais fixes. Tu as des dépenses mensuellement. Tu as peut-être besoin de payer un local, payer tes équipements, etc. De ce fait, le plus rapidement tu couvres tes dépenses, le plus rapidement aussi tu éloignes le stress. Parce que oui, lorsque tu as des dépenses qui rentrent à tous les mois, puis tu ne fais pas d'argent, mais le stress embarque et la clientèle peut ressentir ce stress-là. Maintenant, après combien de temps que tu dois évaluer que l'entreprise n'est pas rentable, qu'il faut que tu la mettes de côté? Je te dirais d'attendre au moins 3 ans, au moins 36 mois. Les premiers mois, la première année, c'est possible que tu sois encore dans le rouge. Mais après 3 ans, ça ne fait aucun sens, mets ça de côté. Il y a quand même des exceptions à la lettre. Des entrepreneurs qui ont pu attendre 5 ans avant de faire un certain profit. Même, il y en a certains qui ont attendu près de 10 ans. Ça me fait penser à Jack Ma, le fondateur de Alibaba. Il a attendu près de 10 ans avant de générer un sou. On appelle ça des exceptions. Tu ne dois pas tenir compte de cela, toi, lorsque tu mets ton entreprise en place. Tiens compte des chiffres réels que l'on voit quotidiennement, régulièrement, que la masse des entrepreneurs peut générer des profits immédiatement. Il y en a certains qui vont attendre peut-être 2 ans, mais après 3 ans, ça ne vaut plus la peine, mets ça de côté. Mais si tu suis les conseils que je vais te donner, que je te donne à travers cette vidéo et même les différentes vidéos que j'ai mis en place, je peux te garantir que bien avant, tu seras en profit. Le troisième critère, pose-toi la question. Est-ce qu'il y a des compétiteurs sur le marché? D'ailleurs, je vais te reposer la question à l'envers. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir des compétiteurs sur le marché? La réponse est oui. Parce que statistiquement parlant, 47% des entrepreneurs qui se lancent sur le terrain en premier font faillite. En d'autres termes, ce n'est pas conseillé d'être les premiers. Soit parmi ceux qui viennent après, parce que le taux d'échec est de 8%. La majorité des entreprises que l'on voit aujourd'hui n'ont pas été les premiers. On peut penser à Facebook. Tu penses réellement que Facebook a été le premier réseau social? Moi, je me rappelle un temps, il y avait High Five, il y en avait d'autres, mais Facebook a pu voir les lacunes et ils sont améliorés. C'est de même aussi avec Google. Google n'a pas été le premier moteur de recherche. Il y a eu Alta Vista, il y a également aussi Yahoo. Mais ce qu'ils ont fait, c'est on va regarder vos lacunes. Nous, on va développer une idée, un concept qui va non seulement être meilleur, mais surtout vous surpasser. En d'autres termes, la question que tu dois te poser, ce n'est pas « est-ce que je peux être le premier », mais c'est plutôt « comment être le meilleur ». Parce que dis-toi que lorsqu'il n'y a pas de compétition sur le marché, ça veut dire que, 1,
La niche est beaucoup trop petite. Tu vises une clientèle qui est beaucoup trop restreinte. Deuxièmement, il n'y a pas de demande pour le produit et service que tu comptes développer. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu aimes un produit, que tu as développé un gâteau, je ne sais pas, tu as inventé un gâteau. Ça se peut que tu es passionné de ton gâteau, mais ça ne veut pas nécessairement dire que la clientèle à l'extérieur le veut, ton gâteau. Et troisièmement, la marge de profit est beaucoup trop mince. Il ne faut pas oublier que tu es en business pour générer des profits. Pourquoi te lancer dans un marché qui n'a pas d'argent à faire? Donc, évalue un peu la part du marché parce que lorsqu'il y a un gâteau, tu veux prendre ta part de marché. Si tu te lances dans une business que tu peux faire à peine 100 000 $ par année, ça ne vaut pas la peine. Je te dirais, lance-toi dans un marché où tu peux au moins faire ton million et même plus, et c'est là que ça commence à être intéressant. Donc, le troisième critère, tiens compte du fait qu'il y a de la compétition, c'est bon signe. Si tu en vois, lance-toi, puis bien sûr, domine ton marché. Nous sommes rendus au quatrième critère qu'on appelle la valeur ajoutée. C'est quoi la valeur ajoutée? C'est simple. Pourquoi est-ce qu'un client va traverser la rue pour venir vers toi au lieu d'aller chez le compétiteur qui est juste en face? C'est parce que tu offres un produit différent. La valeur ajoutée, c'est comment offrir sur le marché un produit, un service, un concept que la compétition ne peut offrir, que toi, tu peux offrir et que la clientèle désire avoir. Cette combinaison ensemble fait en sorte que tu vas développer une idée qui est rare, un produit qui est rare. Et tout ce qui est rare fait augmenter la valeur. Hein? Tout ce qui est rare, l'offre et la demande, tu sais, non? Tout ce qui est rare fait augmenter la valeur du produit et du service. Hein? Ça fait penser à Starbucks. Starbucks est en compétition avec plein d'autres entreprises. Par exemple, ici, dans la ville que je vis, à Montréal, il y a plusieurs places à café. Il y a le Tim Hortons, il y a le Second Cup, mais il y a Starbucks qui sort du lot. Non pas parce que leur café est meilleur, c'est parce que Starbucks, la manière qu'ils se différencient, c'est avec l'expérience client. C'est ça leur différenciation, c'est ça leur valeur ajoutée, c'est ça leur avantage concurrentiel. Toi, quel est ton avantage concurrentiel? Une fois que tu l'as développé, mon conseil, sois sans arrêt en train d'innover. De nos jours, la seule manière de se protéger, ce n'est pas avec des contrats, ce n'est pas en ayant une marque de commerce ou un brevet, parce qu'on va te copier quand même. De nos jours, la seule manière de se protéger, c'est en innovant, en développant de nouveaux concepts régulièrement. Arrange-toi que ce que tu mets en place, de le rendre assez complexe afin que la compétition ait de la difficulté à te copier. C'est comme ça que tu te protèges. Donc, tiens compte de ce quatrième critère de ta valeur ajoutée, ce qui fait en sorte que la clientèle viendra chez toi au lieu d'aller chez le compétiteur. Le cinquième, est-ce que ton idée a fait ses preuves sur le marché? Dis-toi que la majorité des entreprises, ils n'ont rien inventé. Ils ont pris de quoi qui fonctionnait déjà à l'extérieur puis l'ont juste implanté à l'endroit où est-ce que l'entreprise est installée. Je peux penser aux émissions de télévision. Par exemple, dans la province que j'habite ici au Québec, les émissions qui jouent, la majorité ont été prises des États-Unis ou de l'Europe. Ça me fait penser à cette émission Occupation Double ou sinon La Voix, hein, ça c'est pour les chanteurs, ou même les fast-foods. Les fast-foods, il y en a tellement aujourd'hui partout. Le premier fast-food était aux États-Unis et c'est A&W qui l'a développé en 1919. Lorsque d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs ont vu l'opportunité, ils sont lancés. On peut penser à McDonald's, on peut penser à KFC, ils se sont dit, attends, la restauration rapide, il y a tellement d'argent à faire là-dedans, on se lance là-dedans, pourquoi inventer un autre concept s'il y en a déjà un qui fonctionne très bien? Pose-toi cette question. Dans quelle catégorie d'entrepreneurs tu veux te situer? Il y en a 3 exactement. Le premier, ce sont ceux qui inventent des concepts, des inventeurs. Je ne veux pas te décourager, mais le pourcentage de personnes qui inventent des concepts est extrêmement minime. Le deuxième, ce sont ceux qui copient des concepts existants tels quels. Ça me fait penser à la citation de Steve Jobs qui dit qu'un bon artiste copie, un excellent artiste vole. Je ne te dis pas qu'il faut que tu voles. Simplement, comprends ce qu'il veut dire à l'arrière. Parce que lorsque tu vois quelque chose qui fonctionne, tu peux carrément le copier. Et les Chinois sont très forts là-dessus. Les Chinois ont compris qu'il y avait un marché pour cela. Il y avait un marché pour tout ce qui était fake, comme on dit. Il y avait un marché pour tout ce qui était falsifié. Je ne sais pas les mots que vous utilisez. Mais en bref, tu peux carrément copier un concept et l'implanter. Et le troisième, ça c'est la catégorie que la majorité des personnes se retrouvent. Ce sont ceux qui vont s'inspirer d'un concept existant. Si c'est ton cas, va voir une entreprise. Va leur dire en passant, j'aime beaucoup tes produits, j'aime beaucoup tes services. Est-ce que je peux devenir un distributeur officiel dans ma région? Est-ce qu'on peut faire un partenariat? Est-ce que je peux faire partie d'un programme d'affiliation? Est-ce que je peux être un franchisé? Lorsque tu tiens compte de ce cinquième critère, que ton idée a fait ses preuves, essaie pas de réinventer. Soit que tu t'inspires ou soit que tu fais un partenariat.
Sixième critère, l'implantation. Est-ce que tu as une idée qui demande énormément d'argent à être mise en place? Parce qu'il y en a parfois qui viennent me voir, qui me disent, Maxime, j'ai un concept, j'ai un produit, j'ai une idée qu'il me faut $1 million. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je connais très peu d'investisseurs qui vont simplement donner un chèque parce que tu as une simple idée. Mon conseil, commence petit, grossis avec tes profits. C'est ce qu'on appelle le bootstrapping. C'est l'art de démarrer une entreprise avec le strict minimum. Donc, l'aspect monétaire commence avec le strict minimum et grossit tranquillement. Deuxièmement, est-ce que ton idée peut être mise en place rapidement ou sinon tu dois aller avec de la recherche et développement qui va prendre des années? Regarde, mets en place une idée que tu peux mettre demain sur le marché parce que la recherche et développement, c'est correct. Mais le temps que tu auras développé ton produit ou ton service, le marché aura déjà évolué. Toi, dans ta tête, tu te dis, « Ouais, moi, j'aimerais ça développer un site exceptionnel. » De nos jours, les gens passent plusieurs temps sur leur téléphone, sur leur application qu'un site web. « Oh, j'aimerais ça lancer un jour une entreprise de taxi. » De nos jours, ce qui a pris la relève, c'est les Uber. « Oh, j'aimerais ça un jour avoir un bel hôtel. » Aujourd'hui, le marché s'est réinventé, puis maintenant, il y a les Airbnb. Il y a des gens qui vont acheter un immeuble et qui vont louer les chambres. En d'autres mots, ce que j'essaie de t'apporter comme point, c'est que lorsque tu développes une idée, il ne faut pas que ça prenne trop de temps à l'implanter. Et surtout, ton idée doit être simple à dupliquer. Oui, tu veux bâtir une entreprise autour d'un système et non pas une entreprise autour de ta personne. Tu veux à un certain moment être capable d'avoir des franchisés, être capable d'avoir des personnes qui puissent emmener ton entreprise de l'avant. Pour ce faire, il faut que ton implantation, ton système soit simple. Un peu plus tôt, je disais que tu dois le rendre assez complexe pour que la compétition ne puisse pas te copier. Maintenant, je te dis que tu dois le rendre assez simple pour que tes partenaires, pour que tes franchisés puissent l'implanter et faire rouler le système. Et la manière de le rendre simple, c'est bien sûr avec la formation. Alors, le sixième critère tient compte de la rapidité d'implantation de cette idée. Le septième, le facteur temps. Oui, est-ce que ton idée peut durer à travers le temps ou c'est temporaire, éphémère? Il y a beaucoup trop d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont une mentalité micro-ondes, qui veulent avoir des résultats demain, sinon ils ne continuent pas. N'est pas une mentalité comme ça. Lorsque tu développes un concept, vois-le sur le long terme. Agis comme les grosses sociétés que l'on voit aujourd'hui, telles que Microsoft, qui est là depuis plus d'une quarantaine d'années. C'est de même aussi avec Walmart, c'est de même aussi avec Coca-Cola. Il y a tellement de sociétés que lorsqu'ils développent leur idée, ils le développent sur le long terme. Et c'est comme ça aussi que tu peux générer des millions et même des milliards. Et si tu tiens compte d'ailleurs des exemples que je viens de te dire de Microsoft, de Walmart ou de Coca-Cola, ils se sont basés sur la fameuse pyramide de Maslow. C'est de développer une idée qui répond aux besoins primaires des gens. Quand on parle de besoins primaires, on parle de se nourrir, de se vêtir, de se loger. On s'entend que Microsoft, est-ce que c'est un besoin primaire avoir un ordinateur? Aujourd'hui, je crois que c'est carrément une obligation. Je sais que certaines personnes veulent être loin des technologies, mais de nos jours, tu dois quand même être connecté parce que sinon, tu passes à côté de ce que la société est en train d'offrir comme technologie. Mais sinon, on peut penser à l'immobilier comme secteur d'activité lorsque tu développes une idée. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui se lancent dans l'immobilier? Parce que l'immobilier répond à un besoin primaire. L'importance d'avoir un endroit où se loger. Malgré les nouvelles technologies qui arriveront sur le marché, les gens auront tout le temps besoin d'un toit. Ça peut être aussi ton cas. En bref, si toi, tu veux être un entrepreneur en série, les entrepreneurs en série, ce sont des personnes qui partent de quoi et ensuite ils le revendent. Malgré le fait que tu pars une entreprise sur le court terme et le revendre, tu dois quand même bâtir ton entreprise sur le long terme parce que personne ne voudra l'acheter. Ça ne sert à rien de développer une entreprise qui dure un an. Qui va acheter une entreprise qui dure un an? Bâtir une entreprise qui peut durer au moins 5 ans sur le marché. Comme ça, la valeur de la revente sera beaucoup plus intéressante. Critère numéro 8. Tu dois bâtir une bonne structure autour de cette idée. D'ailleurs, j'ai une vidéo prochainement qui sortira justement sur la structure. Quand je parle de structure, tu ne bâtis pas une entreprise sur du sable. Tu bâtis une entreprise sur de la roche. Il y a plusieurs tempêtes qui vont souffler à travers le temps, à travers les mois, à travers les années. Le marché s'est effondré, la compétition piétine sur ton territoire. En bref, il va y avoir plusieurs tempêtes. Si ta structure n'est pas solide, tu vas disparaître. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu peux avoir une très bonne structure, tu peux avoir une très bonne idée, tu peux avoir un très bon produit et service. Mais si tu as de la difficulté à attirer ta clientèle, ce qu'on appelle le marketing, tu fais faillite. Oui, 90% du succès d'une entreprise dépend de son marketing. Mais il y a deux catégories de marketing.
Il y a le marketing corporatif et le marketing entrepreneurial. Moi, je te dirais de mettre l'emphase sur le marketing entrepreneurial, non pas le marketing corporatif. Le marketing corporatif a été mis en place pour les grosses sociétés, les grosses entreprises qui ont beaucoup de budget. Ils utilisent ce marketing pour maintenir leur marque, pour maintenir leur image sur le marché. Ils visent la masse. Toi, lorsque tu débutes, tu ne peux viser la masse. Celui qui vise tout le monde ne vise personne. Le marketing entrepreneurial est axé sur la conversion de nouveaux clients, est axé sur la conversion de prospects, est axé sur le one-on-one, à bâtir des relations avec ta clientèle cible. Et le troisième point que tu dois tenir compte lorsque je parle de structure, tu dois aussi devenir un bon vendeur, une bonne vendeuse. Parce que regarde, ça ne sert à rien d'attirer la clientèle et lorsque la personne est devant toi, tu es incapable de vendre tes produits. Ça me rappelle une de mes étudiantes qui me disait « Maxime, tu sais, toi-même, tu consommes mes produits. Mon produit est bon, j'aime ce que je fais, je suis passionné, mais je ne suis pas une bonne vendeuse. » Je lui ai dit « Regarde, si tu ne prends pas la décision de te développer comme vendeuse, tu feras faillite. Il n'y a personne qui va se mettre à vendre pour toi. Au tout début, c'est toi qui dois faire le travail jusqu'au moment que tu as assez de revenus pour engager des vendeurs. Donc, développe-toi comme vendeur et comme vendeuse. Mais surtout, tiens compte du fait de bâtir une bonne structure autour de ton idée. Ça, c'était le point. L'avant-dernier, le 9e critère. Je crois, à mes yeux, c'est le plus important. Pourquoi? Tu peux avoir une très belle idée. Tu as répondu positivement aux 8 points précédents. Mais si l'entrepreneur derrière n'a pas la bonne attitude, ton idée tombe à l'eau. Oui, toi, l'entrepreneur, tu dois avoir une attitude qui permettra à cette idée d'aller de l'avant. Je vais prendre la citation de Zig Ziglar qui dit que c'est ton attitude et non pas tes aptitudes qui déterminera ton altitude. En d'autres mots, 80% ça se passe dans la tête, 80% c'est mental et 20% sont tes capacités techniques, tes compétences techniques. Oui, il faut que tu aies une bonne attitude. C'est important. Tu dois aussi avoir des compétences techniques. Tu dois aussi être passionné, mais surtout, deviens un bon entrepreneur. Forme-toi comme entrepreneur. N'improvise pas. Beaucoup trop de personnes improvisent sur le marché. Il y a 3 catégories d'entrepreneurs. La première catégorie, ce sont ceux qui sont nés entrepreneurs. Oui, il y a une minorité de personnes que intérieurement, ils ont toujours su qu'ils allaient devenir entrepreneurs, mais c'est très petit comme pourcentage. La deuxième catégorie d'entrepreneurs, ce sont les circonstances qui ont poussé ces gens à devenir entrepreneurs parce qu'ils devaient mettre du pain sur la table. Alors, ils devaient sortir à l'extérieur et vendre des produits. Et la troisième catégorie, le troisième type, et c'est là que la majorité du monde rentre, ces personnes deviennent entrepreneurs par la croissance personnelle. Ils vont s'informer, ils vont se prendre un coach, ils vont suivre une formation, ils vont lire les livres, ils vont écouter des vidéos telles que tu es en train de faire. Tu dois faire aussi tu dois suivre aussi le même cheminement. Je vais reprendre une citation de Jim Rohn qui dit que le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Non, le succès, c'est quelque chose que tu attires vers toi en devenant une meilleure personne. Deviens, s'il te plaît, un bon entrepreneur. Le dernier critère, on est finalement rendu, c'est être conseillé par les bonnes personnes. Tu as une idée en tête. Ne sois pas têtu. Va voir quelqu'un d'expérience. Va voir un entrepreneur. Quand je parle d'un entrepreneur, il y a beaucoup de charlatans à l'extérieur. Va voir quelqu'un qui a réussi. Va pas parler à ta mère ou à ta cousine ou à ton meilleur ami. Ils ne sont pas entrepreneurs. Va voir un entrepreneur qui fait de l'argent. On est en affaires pour faire des profits, je te le disais un peu plus tôt. Donc, va voir un entrepreneur qui génère des profits avec sa business. Il va te transmettre son expérience. N'agis pas comme un adolescent. Pourquoi je parle d'un ado? Parce que, vous savez, les ados, vous leur donnez conseil, dans leur tête, ils connaissent toute la vie. Jusqu'au jour qu'ils réalisent que j'aurais dû écouter mes parents. N'agis pas de la sorte, surtout en affaires. Le taux d'échec est tellement élevé. 90% des personnes qui mettent une entreprise sur pied font faillite en moins de 5 ans. Sois sage. On dit qu'une personne intelligente apprend de ses erreurs et une personne sage apprend des erreurs des autres. J'ai plus de 15 ans d'expérience en business. Apprends de mes erreurs. Je veux te transmettre mes conseils. Je veux te transmettre les bonnes façons de faire. Mais surtout, lorsque je les donne, applique. Parce qu'il y en a beaucoup qui réfléchissent. Oui, je pense que je devrais faire ça de telle manière. La rapidité d'exécution, c'est la plus grande qualité des entrepreneurs à succès. Moi, il y a une phrase qu'on m'a dit qui m'a bouleversé lorsque j'ai débuté en business. Et c'est une des raisons pour laquelle que 15 ans plus tard, je suis encore en affaires. On m'a dit, Maxime, les riches agissent et les pauvres réfléchissent. Il faut que tu décides dans quel camp tu veux être. Et c'est la même question que je te pose. Dans quel camp veux-tu être? Allez, passe à l'action.
C'était donc les 10 critères pour savoir si ton idée d'affaires elle est bonne. J'espère que tu as apprécié. Si tu as apprécié, je te conseille fortement de regarder, re-regarder cette vidéo car il y a beaucoup d'informations là-dessus. Et d'ailleurs aussi, partage-la. Ne la garde pas uniquement juste pour toi. Hein, tu connais du monde autour de toi qui veulent devenir entrepreneur. Partage la vidéo. Sois généreux, s'il te plaît. Et d'ailleurs, est-ce que tu es abonné à la chaîne? Si ce n'est pas le cas, abonne-toi immédiatement car ici, on parle des vraies affaires. C'est l'entrepreneuriat sans filtre. Hein. J'en profite aussi pour te dire que j'ai fait le lancement de ma formation en ligne qui permet aux entrepreneurs, aux personnes qui veulent avoir une meilleure gestion financière, d'avoir justement les stratégies pour le faire. Hein. Ça s'appelle les 25 règles de l'argent. Donc, c'est 25 règles essentielles que tu dois appliquer pour mieux gérer tes finances. Parce que la manière que tu gères tes finances personnelles vont se refléter sur comment tu vas gérer les finances de ton entreprise. J'ai mis le lien juste en dessous. Vas-y, clique dessus, tu verras toutes les informations, 25règles.com. Et aussi, si tu as un sujet qui te tient à cœur, tu as un sujet que tu me dis, Maxime, j'aimerais ça que tu parles de ça. Écris-le dans les commentaires, ça me ferait un plaisir de développer une vidéo là-dessus pour les prochaines semaines et même pour les prochains mois. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.